commencer par une mise au point en lien avec la relance médiatique récente du débat sur la formation générale au Cégep. Je suis de ceux qui croient qu'il faut modifier la formation générale, notamment pour ce qui est de l'enseignement de la littérature, mais pas dans la perspective de l'adapter aux élèves actuels. Je m'en tiendrai au mot élève dans ma communication pour des raisons de fluidité, et selon leur programme d'études. Et non, je ne pense pas que cela conduise inéluctablement à un nivellement par le bas. Ce qu'il faut modifier, je crois, tient à la nature et à la qualité du rapport à la littérature dont la version actuelle est porteuse. C'est une question de pertinence et de sens. Voilà. Je m'ajuste. C'est une question de pertinence et de sens avant que d'être une affaire de réussite scolaire, de littératie et de maîtrise orthographique. C'est là ce qui motive et fonde ma réflexion. Voici un aperçu du parcours que j'emprunterai. Je vous conduirai de Maria-Chapdelaine à Roqueplante, à partir d'une comparaison entre les expressions entrée en religion et entrée en littérature. Je vous inviterai à revisiter la formation générale offerte en littérature au Cégep et à repenser l'enseignement de la lecture littéraire en m'inspirant de Michel Picard, de Jean-Louis Dumortier et de Michel de Certeau. Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons par le tourment de Maria. Dans Maria-Chapdelaine, au retour de Saint-Henri de Taillon, où elle est allée rencontrer le curé, Maria, toujours affligée par la mort de François Paradis, se rappelle les paroles du curé. « Tu n'as pas dessein d'entrer en religion? Non. Alors tu vas abandonner de te tourmenter de même parce que c'est un tourment profane et peu convenable. Et le bon Dieu sait ce qui est bon pour nous. » Entrer en religion. L'expression serait apparue vers 1170. Elle signifie se faire religieux ou religieuse, choisir de consacrer sa vie à Dieu, de se mettre corps et âme à son service. Le geste est volontaire. La décision supposait du moins, une prise d'habit et implique de prononcer des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance à Dieu, marquant ainsi une rupture avec la vie profane. Entrer en littérature. J'ai relevé de l'expression une occurrence qui m'a paru fort pertinente pour notre propos. Dans un texte de Sophie Labattu, paru en 2005 dans la revue Le Débat, elle écrit « Les programmes supposent que le collège, entendre pour nous le secondaire, a donné aux élèves une maîtrise complète de la langue française et que le lycée, le cégep ici, doit les faire entrer en littérature. Alors, se faire lecteur ou lectrice littéraire, serait-ce là le sens de l'expression « entrer en littérature », c'est-à-dire choisir de consacrer sa vie à la littérature, de se mettre tout entier, intelligence et sensibilité à son service. Et, en toute connaissance de cause, se soumettre aux vœux que paraît requérir un tel engagement, rationalité, objectivité, obédience à une façon consacrée de lire des œuvres littéraires et à une façon cléricale d'en rendre compte, signifiant ainsi sa décision de rompre avec la lecture dite ordinaire. En un mot, entrerait-on en littérature comme on entre en religion? Il semble qu'au cégep, où l'on ne sait pas très bien faire la part du sacré et du profane, on fasse un peu comme si l'injonction de pratiquer la littérature telle que prescrit, le ministère faisant office de bon Dieu, paraît reposer sur le postulat qu'on va lui consacrer sa vie. Que retenir de cette comparaison? Une leçon de modestie, je dirais, un appel à présenter l'expérience de la littérature comme tenant davantage d'une relation profane que d'un engagement sacré. Plutôt que de dispenser un enseignement fondé sur l'étude du texte, son mode de fonctionnement, son inscription dans l'histoire littéraire,
et de façon cléricale d'en rendre compte, offrir une formation centrée sur la rencontre entre le lecteur et l'œuvre en partant de la question: quelle relation une personne qui ne lui consacrera pas sa vie devrait-elle apprendre à nouer avec la littérature? Je propose de revisiter en ce sens les visées de la formation offerte au Cégep en matière de lecture, d'écriture, de culture et de langue. Quelles finalités et quelles pratiques remettre en question? Quelles nouvelles portes ouvrir à nos élèves pour les faire entrer en littérature? Je n'aurai pas le temps ici de mener à terme cet exercice pour les 4 composantes de la formation littéraire que je viens de décliner. Je vous propose donc de le faire à titre exemplaire pour la pratique de la lecture, ce qui me conduira tout de même à empiéter quelque peu sur le travail d'écriture. La lecture d'œuvres littéraires, donc. Que demandons-nous à nos élèves à leur arrivée au cégep? Nous leur enjoignons de renoncer au plaisir primaire que procure la lecture ordinaire pour se convertir à la lecture savante pratiquée par les spécialistes en études littéraires. Nous leur demandons de reproduire ni plus ni moins le lecteur que nous, qui enseignons la littérature, sommes devenus. Nous les invitons en fait à entrer en littérature comme on entre en religion, à quitter le devant du temple, c'est le sens étymologique du mot profane, de pro, devant, et de fanum, lieu sacré, pour y entrer. C'est que, croyons-nous, hors de l'Église, point de salut. Entendre, hors de la lecture savante, point de littérature. Il faut nous affranchir de cette vision manichéenne et mettre fin à l'hégémonie dont jouit la lecture savante telle que pratiquée par les experts en études littéraires et qui frappe d'anathème tout autre mode de lecture littéraire, et profiter de cette liberté pour explorer les diverses voies médianes que peut emprunter la lecture, même soumise à la contrainte scolaire d'un apprentissage et d'une sanction. Je propose pour ce faire d'examiner la lecture littéraire sous l'angle de l'interaction entre le lecteur et les œuvres, soit des effets qu'elles produisent et des exigences qu'en pose la compréhension et l'appréciation. Qu'est-ce qui caractérise la relation entre un lecteur et une œuvre littéraire? Michel Picard répond à la question dans La lecture comme jeu. Il emprunte au psychanalyste Michael Winnicott les termes anglais play et game pour distinguer 2 façons de jouer à la littérature. La lecture, en tant que play, est articulée à la construction du moi et est essentiellement menée sous le sceau de l'inconscient. Cela donne le lu. Le lecteur est construit en grande partie à son insu par les œuvres qu'il lit. En tant que game, la lecture a pour enjeu l'interprétation et l'évaluation artistique des œuvres. Elle est alors conduite sous le signe de la distanciation par une instance que Picard nomme le lectant. Elle devient un jeu intellectuel et acquiert là toute sa valeur littéraire. La posture exigée est toutefois d'une telle complexité que le game est devenu, constate Picard, l'apanage de privilégiés. Au moment de conclure, Picard passe de la description à la prescription. Il affirme que les enseignants doivent apprendre à envisager la littérature du point de vue de ses effets. Et il soutient que la reconnaissance de ce qui advient au lu importe tout autant que l'entraînement à la distance critique et les acquisitions en termes de savoir que cela suppose chez le lectant. La réflexion de Picard, considérée sous l'angle de la didactique, donne à penser qu'il existe 2 portes d'entrée en littérature. Or, l'école, sous l'impulsion d'une institution littéraire en mal de scientificité, a mis la première, celle qui ouvre sur l'univers du lu, sous verrou, obligeant tous les élèves à emprunter la porte étroite du lectant.
avec les résultats que nous connaissons. Il faudrait, je crois, leur rouvrir la porte du lu et revisiter notre conception du lecteur littéraire. Il faudrait pour cela concevoir une formation où nos élèves apprendraient à jouer à la littérature selon les deux façons mises au jour par Picard, à la manière d'un game d'abord, mais à la différence de ce que prône Picard, autrement que comme des experts, ce qui mènerait à déprofessionnaliser et démocratiser le game, un jeu de nature herméneutique et esthétique, à le rendre accessible au plus grand nombre, tout en veillant à ce qu'il conserve sa littérarité, notamment par ce que Picard nomme l'élection du sens dans la polysémie et l'évaluation artistique. Nos élèves pourraient ainsi devenir ce que Jean-Louis Dumortier appelle des amateurs éclairés. Ils apprendraient aussi, par ailleurs, à pratiquer le play, mais sous le signe de la conscience, de sorte à échapper, autant que faire se peut, à la dérive de l'aliénation. On pense ici à Don Quichotte et Emma Bovary, entre autres. Cela reviendrait à institutionnaliser et à didactiser cette forme de jeu à portée ontologique et épistémologique qu'est le play, en faire une autre façon d'entrer en littérature, reconnaissant ainsi le potentiel littéraire du lu, notamment dans son ouverture à la subversion et à la modélisation, autre critère de littérarité selon Picard. Nos élèves deviendraient ainsi ce que, sous l'inspiration de Michel de Certeau, nous pourrions appeler des braconniers avertis et des bricoleurs avisés. Voyons d'abord ce qu'il en est des amateurs éclairés. Et réglons d'entrée de jeu l'objection que ne manqueront pas de soulever, rebutée par l'emploi du terme amateur, ceux et celles qui craignent que la proposition de Dumortier ne conduise à un nivellement par le bas. Je laisse répondre Dumortier. Le problème, tel que je l'envisage, écrit-il, ne s'énonce pas par la question jusqu'où descendre sur l'échelle allant de la lecture savante à la lecture ordinaire, mais par la question comment monter en bricolant, pour le lecteur ordinaire, une échelle faite de matériaux savants. Il est clair que pour Dumortier, le mode de lecture de l'amateur éclairé n'est pas celui de la lecture de loisir. Aussi, à ses yeux, la formation à la lecture dispensée en milieu scolaire ne saurait en aucun cas s'inspirer des principes d'un libéralisme radical tel qu'il s'exprime, par exemple, chez un Daniel Pennac dans l'énoncé des droits imprescriptibles du lecteur. Mais elle ne devrait pas davantage être calquée sur la formation des spécialistes en études littéraires. À nouveau Dumortier. Je dis très nettement que les compétences ayant trait aux œuvres littéraires que les élèves devraient acquérir grâce à l'école ne sont pas celles de leurs professeurs de français. Il y a ceci d'heureux dans l'expression amateur éclairé qu'elle n'impose pas d'élever nos élèves au rang de professionnels de la lecture littéraire sans les enfermer pour autant dans l'amateurisme d'une lecture ordinaire ou les laisser s'aliéner dans une lecture naïve. Je cite Dumortier. Sauf à perdre de vue les finalités de l'enseignement obligatoire, on ne saurait, en prétextant le respect du plaisir de lire, laisser les élèves se cantonner dans la lecture primaire et on ne saurait davantage le rompre aux exigences d'une lecture secondaire de spécialistes. Fin de la citation. Entre la lecture ordinaire dans laquelle se complaît le simple amateur et la lecture savante à laquelle se consacre le spécialiste, il y a place pour Roy Dumortier pour une forme médiane de lecture secondaire nourrie de certains savoirs. Et c'est cette voie qu'il faut emprunter pour faire de nos élèves des amateurs éclairés. Comment y arriver? Comment former des lecteurs qui aiment et sachent lire des œuvres littéraires et continuent d'en lire après leur scolarisation? La formation de tels lecteurs implique de faire appel à leur intelligence et à leur sensibilité,
pour les amener à acquérir les compétences et les savoirs nécessaires pour entretenir avec la littérature un commerce, le mot renvoie à Montaigne, qui leur soit bénéfique. La compétence à comprendre et la compétence à apprécier une œuvre littéraire. Et en communiquer, motif à l'appui, donc sa compréhension et son appréciation. Dans cette optique, croit Dumortier, il faut proposer à nos élèves de lire des œuvres qui répondent à deux critères. Des œuvres singulières qui, d'une part, donnent à voir et à penser des visions du monde, des façons d'être au monde, et qui, d'autre part, attirent l'attention sur les moyens originaux mis en œuvre par leur auteur pour ce faire. Il faut en outre leur proposer un corpus qui leur permette de comparer des œuvres entre elles et d'accroître ainsi leurs compétences à les apprécier, celles-ci s'affinant au fil des parties jouées. Mais il importe surtout de modifier, et c'est ici que la proposition de Dumortier prend toute sa pertinence pour rentrer en littérature au collégial, notre approche de la lecture. Il faut, pense Dumortier, en déplacer le centre d'intérêt, réorienter l'attention des élèves, plutôt que de la braquer d'entrée de jeu dans une relative ignorance du lecteur sur le texte, il faut la diriger sur l'acte de lecture, sur l'interaction œuvre-lecteur. En conséquence, il faut cesser de demander aux élèves de répondre à des questions comme celles soumises aux professionnels en études littéraires et cesser de leur proposer comme modèle des transpositions savantes, scolaires, des lectures savantes. Il faut plutôt leur apprendre à soumettre leur relation avec les œuvres à un double questionnement. Dans un premier temps, les inviter à recourir à l'introspection, à s'interroger eux-mêmes, de sorte qu'ils en arrivent à prendre conscience des effets que produit sur eux la lecture d'une œuvre et à bien les identifier, ce qui revient d'une certaine manière à leur ouvrir la porte du lu. Dans un second temps, les amener à mettre ces effets en question, à chercher à les rapporter à leur cause potentielle, donc à interroger l'œuvre, de sorte qu'ils en viennent à découvrir et à prendre en considération, je cite Dumortier, ce qu'a fait l'artiste pour, selon le précepte d'Horace, être utile et procurer de l'agrément à son public destinataire. Le foyer du questionnement est alors, poursuit Dumortier, la relation entre la vertu esthétique de l'écrit, son pouvoir de faire réagir le lecteur et son caractère artistique, les choix qui déterminent ou tout au moins influencent la réaction du lecteur. Fin de la citation. Le lecteur est ainsi amené, par le regard qu'il estime désormais pertinent de porter sur l'œuvre, à conférer à sa lecture une secondalité qui, sans être celle du spécialiste, n'en possède pas moins une valeur littéraire. La lecture littéraire est une relation qui exige, à l'égard de soi comme de l'œuvre, proximité et distance. La proposition de Dumortier accorde à l'une et à l'autre leur juste part. Plutôt que d'être projeté d'emblée au plus proche du texte, le lecteur est invité dans un premier temps à aller au plus intime de lui-même, là où il trouvera les motifs qui le conduiront, dans un second temps, à se rapprocher de l'œuvre de manière signifiante. Cela me semble une façon féconde de redéfinir la posture de ce que Picard appelle le lecteur. Nous pouvons voir dans cette proposition un appel à faire rédiger à nos élèves devenus amateurs éclairés deux types de textes. D'une part, des textes apparentés à l'autobiographie de lecteur et à l'analyse littéraire, textes dans lesquels ils rendraient compte de leur réception d'une œuvre et de leur démarche en vue de la comprendre et en viendraient à en exposer leur compréhension, justification à l'appui. D'autre part, des textes apparentés à l'expérience esthétique et à la critique littéraire, textes dans lesquels ils témoigneraient, argumentation et comparaison à l'appui, de leur appréciation de l'œuvre. Voyons maintenant ce qu'il en est des braconniers avertis et des bricoleurs avisés. Pour Michel de Certeau, la lecture d'œuvres littéraires est un art de faire qui relève du braconnage et du bricolage.
Les lecteurs, comme il les décrit métaphoriquement, sont des voyageurs, je cite. Ils circulent sur les terres d'autrui, nomades braconnant à travers les champs qu'ils n'ont pas écrits, ravissant les biens d'Égypte pour en jouir. Fin de la citation. La lecture pour lui ne s'arrête toutefois pas à une collecte d'objets. Ces objets, les voyageurs en usent ensuite. Tout hétéroclite soit-il, ils les assemblent, les collent, en font leur propre trésor. Les braconniers se font alors bricoleurs. L'idée de faire de nos élèves des braconniers avertis et des bricoleurs avisés suppose de cartographier le domaine du lu et les terres de la littérature, ces lieux où se déploient et se mêlent imaginaire, sensibilité, intelligence, jugement et langue, et de leur fournir les connaissances et les outils nécessaires à la pratique du braconnage et à celle du bricolage de leurs textes de lecteurs et de leur lu. Des braconniers avertis, ce sont des lecteurs qui, parcourant les terres de la littérature, savent quels pièges ils doivent y tendre, quels objets et façons de faire ils peuvent y prendre. Images, personnages, récits, sensations, émotions, sentiments, états d'âme, idées, valeurs, dilemmes, mots, expressions, phrases, façons de les créer et d'en faire usage. La pratique de la lecture comme braconnage suppose qu'on ait appris à identifier, distinguer et classer ces objets et ces façons de faire. Des bricoleurs avisés, ce sont des lecteurs qui ont appris à fabriquer à même les objets ravis dans les œuvres, d'une part leur texte de lecteur et d'autre part leur lu. Par texte de lecteur, entendons leur représentation personnelle des œuvres, des bricolages qui ne seront toujours, comme le dit Pierre Bayard, que des objets de substitution eu égard aux originaux, mais qui viendront néanmoins constituer leur bibliothèque intérieure. Par lu, comprenons une construction menée en toute conscience de leur être et de leur manière d'être au monde, mais entendons aussi des photographies, les œuvres servant de révélateurs, ou des images, les œuvres agissant comme des instruments d'optique, comme dit Proust, permettant de voir en soi ce qui autrement serait demeuré invisible et d'accéder ainsi à une meilleure connaissance de soi. Me vient ici à l'esprit la figure de Roqueplante, alias de Régent du Charme et fabricant de trop fous. Roqueplante, écrit Lise Gauvin, est un artiste familier des poubelles, chercheur de mots et chercheur de trésors. C'est un voyant. La voyance, ajoute Gauvin, est un art qui s'acquiert, qui se mérite par des rites plus ou moins fixés à l'avance et qu'il faut savoir respecter. Faire de nos élèves des braconniers avertis, ce serait en quelque sorte les initier à l'art de la voyance et à ses rites comme art de lire. Et comme le souligne Patricia Pink, les créations visuelles de Roqueplante sont très narratives. Il s'agissait d'œuvres d'art très intimes, personnelles, très révélatrices. Faire de nos élèves des bricoleurs avisés, cela reviendrait à les initier à l'art du récit, de l'autoportrait, de l'autosculpture, l'impossible projet de Bérénice Heinberg, et de l'optique. Nous pourrions inviter nos élèves à devenir, sinon des régents du charme, à tout le moins des roqueplantes de la littérature, et à fabriquer, à leur façon, des trous-fous, des textes composés de matériaux hétéroclites collectés dans les œuvres littéraires, témoignant pour les uns de leur réception de ces œuvres, racontant pour les autres comment leur lecture leur a permis de sculpter ou leur a révélé leur être et leur manière d'être au monde. Et en conclusion, un envoi, réorienter notre enseignement de la lecture littéraire vers la formation d'amateurs éclairés, de braconniers avertis et de bricoleurs avisés serait une belle façon, je crois, d'amener nos élèves à entrer en littérature au collégial par la porte du lu et par la porte d'un lecteur littéraire ou d'un lectant revisité, et de donner ainsi à la littérature des lecteurs de suffisants lecteurs. Je vous remercie.